Le claquement m'a cinglé. Mes lunettes ont explosé sur le carrelage glacé. 8 invités figés, ma joue brûle. 12 ans d'éducation. Et moi, 68 ans, traité d'hystérique. J'avais 780 000 cachets et 43 minutes d'aveu. Ce que je dévoile ce soir va le ruiner. Sauf qu'il n'a pas vu la clé. La claque est venue si vite que je n'ai pas eu le temps de réagir. Mes lunettes ont volé, se fracassant sur le carrelage froid de cette cuisine du 7e arrondissement pendant que 8 invités observaient dans un silence de mort. Ma joue brûlait, mais la douleur dans ma poitrine était infiniment pire. Éric venait de me gifler parce que j'avais osé demander pourquoi ma fille Chantal était enfermée dans la chambre d'amis sans chauffage en pleine soirée de Noël. « C'est ce que vous gagnez à être si indiscrète, belle maman », a-t-il craché devant tous les convives. Chantal réfléchit à son comportement. Et vous devriez faire pareil. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que personne dans cette maison bourgeoise n'imaginait, c'est que j'avais 780 000 ars cachés dans 3 comptes secrets. Et un plan. Mon nom est Josiane Moreau. J'ai 68 ans. Et cette nuit-là, regardant ma fille trembler dans ce cachot improvisé, quelque chose en moi s'est brisé pour toujours. Ou plutôt, s'est réveillé. Pendant 40 ans, j'ai enseigné le français dans un lycée de banlieue lyonnaise. Pendant 15 ans avant ça, j'ai travaillé comme juriste à la mairie. J'ai toujours vécu modestement, économisant chaque euro. Mon défunt mari, Henri, ne savait même pas que ces comptes existaient. Je voulais assurer l'avenir de Chantal. Jamais je n'ai imaginé que cet argent deviendrait un jour une arme de libération. Je suis si heureuse que vous soyez là à m'écouter. Vous savez, quand j'ai décidé de raconter cette histoire, je ne savais pas si quelqu'un me croirait. Si vous aussi vous avez vécu quelque chose de similaire en famille, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de réagir, laissez un like à cette vidéo. Pendant que je vous raconte la suite, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça m'aiderait énormément. Et dites-moi dans les commentaires, d'où m'écoutez-vous? Je veux savoir jusqu'où ces histoires arrivent. Maintenant, laissez-moi vous raconter en détail ce qui s'est passé quand j'ai ouvert cette porte maudite. Chantal avait épousé Éric il y a 12 ans. Au début, il me semblait le gendre idéal. Poli, bien éduqué, attentionné. Architecte dans un cabinet prestigieux, il gagnait bien sa vie. Quand ils ont emménagé dans cet appartement haussmannien que les parents d'Éric, Madeleine et Henri leur avaient offert, j'ai pensé que ma fille avait trouvé le bonheur. Comme j'avais tort. Les premiers signes étaient subtils. Éric interrompait Chantal quand elle parlait. Il décidait du menu pour elle au restaurant. Il riait de ses opinions devant nous, avec ce petit sourire condescendant que j'ai appris à détester. Quand je questionnais, Chantal disait toujours « Maman, il veut juste le meilleur pour nous ». Petit à petit, nos déjeuners du dimanche se sont espacés. Chantal avait toujours mal à la tête, ou trop de travail. Quand elle venait, elle semblait fatiguée, amaigrie. Ses vêtements étaient plus ternes, son sourire plus forcé. « Tu vas bien, ma chérie ?» je demandais. « Oui, maman, juste un peu stressée. » Mais ses yeux me suppliaient de comprendre quelque chose qu'elle ne pouvait pas dire. Cette nuit de Noël 2024, quelque chose m'a poussée à aller chez eux sans prévenir. L'instinct maternel, peut-être. Ou ce 6e sens que développent les mères quand leurs enfants souffrent en silence. J'ai sonné à 21h30. Éric a ouvert, surpris, encore en costume 3 pièces bleu marine. Derrière lui, j'entendais des rires, des verres qui trinquent, l'odeur du coq au vin. « Josiane, qu'est-ce que vous faites là ?» Je voulais souhaiter un joyeux Noël à Chantal. Où est-elle? Son regard s'est durci. Ce masque de politesse qu'il portait toujours avec moi a glissé pendant une seconde, et j'ai vu quelque chose de froid, de calculateur. Elle ne se sent pas bien. Elle se repose. Je peux la voir? Elle dort. Mais j'ai entendu quelque chose. Un sanglot étouffé venant du fond de l'appartement. Madeleine est apparue, élégante dans sa robe noire, un verre de champagne à la main. « Josiane !» Quelle surprise! Sa voix était sucrée comme du miel empoisonné. « Entrez donc, nous fêtons Noël en famille. » J'ai remarqué qu'elle avait dit « en famille », mais que Chantal n'était pas là. Dans le salon, 8 personnes étaient attablées autour d'un repas somptueux. Des collègues d'Éric, ses parents, son frère. Tous m'ont regardé avec cette politesse glacée des bourgeois parisiens qui tolèrent mal les intrusions. « Où est Chantal ?» j'ai redemandé. « Maman !» La voix d'Éric était devenue menaçante. « Chantal a besoin de calme. Elle a eu un comportement inapproprié ce matin. » Elle réfléchit. « Inapproprié ?» Madeleine a ri.
ce petit rire cristallin des femmes qui ont toujours eu de l'argent. Elle a osé critiquer le menu que j'avais préparé. Elle a dit que le saumon était trop salé. Devant les invités, une épouse bien élevée ne contredit jamais son mari ou sa belle famille en public. Henri, le père d'Éric, a hoché la tête. Les jeunes femmes d'aujourd'hui ne savent plus se tenir. Éric fait bien de lui apprendre les bonnes manières. Mes mains ont commencé à trembler. Pas de peur, de rage. Je veux voir ma fille. Maintenant. Non, a dit Éric fermement. Vous ne comprenez pas. Chantal doit apprendre. C'est pour son bien. C'est là que j'ai fait ce qu'aucune belle-mère bien élevée n'aurait dû faire. J'ai traversé l'appartement, ignorant les protestations, et j'ai poussé toutes les portes jusqu'à trouver celle qui était fermée à clé. Chantal ? Ma chérie, c'est maman ? Maman ? Sa voix était brisée. Tu ne peux pas être là. Il va être en colère. Ouvre cette porte. Je ne peux pas. Il a la clé. Éric est arrivé derrière moi, furieux. Vous n'avez pas le droit. C'est ma maison. Et c'est ma fille. Il a tendu la main vers moi pour me faire taire ou me pousser. Je ne sais pas. Mais quand sa paume a claqué contre ma joue, tout a changé. Le silence dans l'appartement était assourdissant. Tous les invités s'étaient levés, choqués. Madeleine avait porté sa main à sa bouche, mais ses yeux brillaient d'une satisfaction mauvaise. « Éric » a chuchoté quelqu'un, mais lui me regardait avec un sourire froid. « Maintenant, vous savez ce qui arrive quand on ne respecte pas les règles de cette maison. » J'ai ramassé mes lunettes cassées. J'ai regardé ces 8 personnes qui venaient de voir un homme gifler une femme de 68 ans et qui ne disaient rien. Et j'ai pris la décision qui allait tout changer. « Éric » j'ai dit d'une voix si calme que même moi j'ai été surprise. « Tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie. » Il a ri. « Ah oui ? Et qu'est-ce que vous allez faire ? Appeler la police ? Qui va croire une vieille femme hystérique ? » J'ai sorti mon téléphone de mon sac. J'ai commencé à filmer. « Répète ce que tu viens de dire. » Son visage a changé. « Éteignez ça. Répète que personne ne croira une vieille femme hystérique. Répète que tu corriges ma fille en l'enfermant. Répète devant tous tes amis. Éteignez ce téléphone. » Il a avancé vers moi, mais cette fois j'étais prête. Un geste de plus et j'envoie cette vidéo à tous tes collègues, à ton patron, aux journaux. Tu veux que toute la France voie comment l'architecte du 7e arrondissement traite les femmes ? Madeleine s'est interposée. « Josiane, rangez ce téléphone. Nous pouvons discuter calmement. Donnez-moi la clé de cette chambre, maintenant. » Henri a fouillé dans sa poche et m'a tendu une clé dorée. Ses mains tremblaient. J'ai ouvert la porte. Chantal était recroquevillée sur un lit de camp, sous une couverture fine. La pièce était glaciale, pas de radiateur, une seule ampoule nue au plafond. Elle avait les lèvres violettes de froid et ses yeux étaient rouges de larmes. « Ma chérie », elle s'est jetée dans mes bras. « Maman, il faut que tu partes. S'il te voit ici, il va. » « Il va quoi ?» Mais elle n'a pas répondu. Elle tremblait trop fort. J'ai enlevé mon manteau et je l'ai enroulé dedans. « Prends tes affaires. On rentre à la maison. » « Je ne peux pas. Mes papiers, mes affaires, tout est... » « On reviendra chercher tes affaires avec la police. Maintenant, on part. » Éric nous attendait dans le couloir, flanqué de ses parents. Son masque était complètement tombé. Je voyais enfin qui il était vraiment. Un homme qui avait besoin de dominer pour exister. « Chantal ne va nulle part. Elle est ma femme. Ta femme n'est pas ta propriété. Vous ne comprenez rien. Elle a besoin de discipline. Elle est quoi ? Instable, difficile. Parfois, il faut la calmer. » Chantal s'est cachée derrière moi. « Il me donne des médicaments, maman, pour que je sois plus docile. Il dit que c'est pour mon bien. » Mon sang s'est glacé. Quel médicament ? Je ne sais pas. Il met quelque chose dans mon thé le soir. Éric a ricané. Des calmants. Rien de méchant. Elle est si nerveuse, si agitée. Le médecin a dit que ça l'aiderait. Quel médecin ? Un ami de la famille. J'ai compris à cet instant qu'il n'y avait jamais eu de médecin. Qu'il droguait ma fille pour la rendre docile. Qu'il l'enfermait quand elle résistait. Qu'il avait transformé ma Chantal joyeuse et brillante en fantôme tremblant. « Nous partons », j'ai dit. « Non ». Sa voix était devenue menaçante. « Et si vous essayez de partir avec elle, j'appelle la police. Je leur dis que Chantal a des problèmes mentaux, qu'elle délire, qu'elle accuse sa propre famille. Qui va croire une femme instable contre un architecte respecté ? » Il avait raison, et il le savait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que dans mon sac, j'avais un autre téléphone. Celui que j'utilisais comme enseignante pour enregistrer mes cours. Et que depuis 10 minutes, il enregistrait tout. Chaque menace, chaque aveu, chaque preuve qu'il était un prédateur. Tu as raison, Éric.
j'ai dit calmement. Qui va croire une vieille femme? J'ai sorti le second téléphone. J'ai appuyé sur stop. Mais ils vont peut-être croire un enregistrement de 43 minutes où tu avoues droguer ma fille, l'enfermer et menacer sa mère. Son visage s'est décomposé. Maman, a murmuré Chantal, comment tu savais qu'il fallait enregistrer? Parce que j'ai été juriste pendant 15 ans, ma chérie, et que les prédateurs font toujours les mêmes erreurs. Ils parlent trop. Nous sommes partis cette nuit-là. Éric n'a pas osé nous arrêter. Ses invités nous regardaient passer en silence, horrifiés par ce qu'ils venaient de découvrir. Dans ma voiture, Chantal a pleuré pendant tout le trajet jusqu'à chez moi. Entre deux sanglots, elle m'a raconté les humiliations quotidiennes, l'interdiction de travailler, le contrôle de chaque euro, les punitions quand elle désobéissait, les médicaments dans le thé, l'isolement de ses amis. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» j'ai demandé. Parce qu'il disait que personne ne me croirait, qu'il était respecté et moi juste une femme perturbée, parce que j'avais honte. Cette nuit-là, dans ma petite maison de Villeurbanne, j'ai pris une décision. J'allais détruire Éric Dubois et sa famille de complices, méthodiquement, légalement, définitivement. Mais d'abord, il fallait que je révèle mon secret à Chantal. Ces 780 000 que j'avais gardés cachés toutes ces années allaient enfin servir pour payer les meilleurs avocats, pour assurer notre sécurité, pour donner à ma fille la justice qu'elle méritait. « Chantal, » j'ai dit en lui tendant une tasse de chocolat chaud, « il faut que je te dise quelque chose que même ton père ne savait pas. »« Quoi, maman? Nous ne sommes pas pauvres, et nous allons les écraser. » Le lendemain matin, j'ai préparé un petit déjeuner que Chantal n'avait pas mangé depuis des mois. Croissants chauds, confiture de fraises maison, café au lait dans de vraies tasses en porcelaine. Pas dans ces bols en plastique qu'Éric lui imposait pour éviter qu'elle casse quelque chose. « Maman, » elle a dit en mordant dans le croissant, les larmes aux yeux, « j'avais oublié le goût de la liberté. » C'est à ce moment que j'ai compris que ce que j'avais vu la veille n'était que la surface. L'iceberg avait des profondeurs terrifiantes. « Raconte-moi tout, ma chérie. » Depuis le début. Chantal a posé sa tasse. Ses mains tremblaient encore. « Tu te souviens de notre mariage? Comme Éric était parfait ce jour-là? » « Oui, il t'adorait. »« Non, il possédait déjà. » Elle m'a expliqué comment, dès la lune de miel à Venise, les règles avaient recommencé. Subtil d'abord. « Ma chérie, ce restaurant est trop cher pour nous. Ces chaussures ne te vont pas. Prends plutôt celles-ci. Tes amis sont un peu vulgaires, non? » Puis, plus direct. L'interdiction de travailler comme couturière. Une épouse Dubois ne travaille pas de ses mains. Le contrôle du budget course. Dans 50 tailles par semaine suffisent largement. L'isolement progressif de ses amis. Elle te monte contre moi. Et tes comptes bancaires? J'ai demandé. Fermés le mois après le mariage. Éric a dit que c'était plus simple d'avoir un compte joint, que ça prouvait notre confiance mutuelle. Mon estomac s'est noué. Tu n'as aucun argent à toi? 20 € par semaine. Pour mes petites dépenses. Éric vérifie tous les tickets de caisse. J'ai senti la nausée monter. Ma fille, brillante couturière qui gagnait 2800 pacres par mois avant son mariage, réduite à mendier 20 € hebdomadaires. Et les médicaments? Son visage s'est fermé. Ça a commencé il y a 2 ans. J'avais osé contredire Madeleine devant des amis. Elle m'avait dit que les femmes de ma génération ne savaient plus se tenir. J'avais répondu que les femmes de sa génération ne savaient que fermer leur gueule. Malgré la gravité du moment, j'ai souri. Ma fille avait encore du caractère. Éric était furieux. Il m'a enfermé dans la chambre d'amis pour la première fois. Le lendemain, il avait un calmant naturel à base de plantes, pour m'aider à être plus sereine. « Tu as pris ça pendant 2 ans? Tous les soirs dans mon thé. Si je refusais, il disait que j'étais en crise, et il m'enfermait jusqu'à ce que j'accepte. Mes mains se sont mises à trembler de rage. « Chantal, tu te rends compte que c'est de la séquestration et de l'empoisonnement? » Je pensais que c'était normal, que j'étais vraiment difficile, que toutes les épouses... Non! J'ai explosé. Aucune épouse ne mérite ça. Jamais. C'est là qu'elle m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Maman, il y a autre chose. Quelque chose que je n'ai jamais osé te dire. Quoi? Mes bijoux. Ceux de grand-mère. Les bijoux de ma mère. Une parure en or blanc avec saphir que j'avais donnée à Chantal pour ses 25 ans. Valeur estimée, 15 000 $. Qu'est-ce qu'ils ont? Éric les a vendus, il y a 6 mois. Il a dit qu'on avait besoin d'argent pour refaire la cuisine. Mais vous venez de refaire la cuisine? Oui, avec l'argent des bijoux. Je me suis levée si brutalement que ma chaise est tombée. Il a vendu les bijoux de ma mère pour refaire une cuisine qui n'en avait pas besoin?
Il a dit que c'était un investissement dans notre patrimoine commun. Mais toi, tu n'as rien dit? J'ai pleuré pendant 3 jours. Alors il m'a augmenté la dose de calmant, pour que j'arrête d'être irrationnelle. À cet instant, j'ai compris que je n'avais pas affaire à un mari difficile ou possessif. J'avais affaire à un prédateur méthodique qui détruisait systématiquement l'identité de ma fille. Chantal, est-ce qu'il t'a déjà frappé? Pas avec ses mains, mais il me serrait le poignet très fort quand j'étais désobéissante. Il me tirait par les cheveux. Il me poussait contre les murs. Il disait que ce n'était pas de la violence, juste de la fermeté éducative. Mes jambes ont flanché. Je me suis assise lourdement. Et ses parents? Pire que lui. Madeleine me traite de petite bourgeoise mal élevée depuis le premier jour. Henri me dit que je devrais être reconnaissante qu'un homme comme Éric m'ait épousée. Reconnaissante? Parce que je viens d'un milieu modeste. Parce que tu es juste une ex-enseignante. Parce que papa était juste un mécanicien. La rage qui montait en moi était si pure, si brûlante, que j'ai eu peur de moi-même. Comment osait-il? Comment cette famille de parasites bourgeois osait-elle mépriser notre famille, notre travail, notre dignité? Ma chérie, j'ai dit en prenant ses mains, ils vont payer, tous, jusqu'au dernier centime et jusqu'à la dernière humiliation. Maman, tu ne peux rien faire. Ils ont de l'argent, des relations, des avocats. Et moi, je n'ai rien. Pas de compte en banque, pas de travail, pas de preuves. Détrompe-toi, tu as la meilleure avocate de Lyon. Qui? Moi. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. Mais tu as pris ta retraite. J'ai pris ma retraite de l'enseignement, pas du droit. Et il se trouve que je connais encore quelques personnes au palais de justice. J'ai sorti mon ancien téléphone professionnel de mon tiroir. 15 ans après avoir quitté la mairie, j'avais encore les coordonnées de tous mes anciens collègues. Juristes, avocats, magistrats, greffiers. Viviane Rousseau. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Viviane était ma meilleure amie à l'époque où je travaillais au service juridique. Aujourd'hui, elle dirigeait un des plus prestigieux cabinets de droit familial de Lyon. Josiane, mon Dieu, quelle surprise! Comment vas-tu? J'ai besoin de ton aide, et c'est urgent. De quoi s'agit-il? J'ai résumé la situation en 10 minutes. Viviane m'a écoutée sans m'interrompre. À la fin, il y a eu un long silence. Josiane, ce que tu me décris, c'est un cas parfait de violence conjugale psychologique et de séquestration. Avec les enregistrements que tu as, on peut l'anéantir. Combien ça va coûter? Pour toi? Rien. Cette affaire, je la prends à titre personnel. Ces salauds de bourgeois m'écœurent. 1 heure plus tard, Viviane était chez moi avec son assistante et un magnétophone professionnel. Chantal a refait tout son témoignage, cette fois de manière officielle. Chaque humiliation, chaque enfermement, chaque médicament forcé était consigné. Maintenant, a dit Viviane, nous allons avoir besoin de preuves matérielles. Photos, vidéos, témoins. J'ai l'enregistrement d'hier soir. Excellent. Mais il nous faut plus. Il faut retourner dans cet appartement. Chantal a pâli. Je ne peux pas. S'il me voit, il ne te verra pas, parce que tu ne seras pas seule. Viviane a sorti son téléphone. Maître Bertrand, c'est Viviane Rousseau. J'ai besoin de ton huissier le plus discret et de ton détective le plus efficace. Oui, maintenant. En 2 heures, nous avions une équipe. Maître Bertrand, huissier de justice. Philippe Marchand, détective privé. Et moi, avec mes 780 000 et ma soif de justice. Voici le plan, a expliqué Viviane. Demain, Chantal retourne chercher ses affaires, officiellement. Avec l'huissier pour constater l'état des lieux et Philippe pour filmer discrètement. Si Éric fait un seul geste déplacé, nous l'aurons. Et s'il refuse de me laisser entrer? A demandé Chantal. Légalement, c'est ton domicile conjugal. Il ne peut pas t'interdire l'accès. S'il essaie, c'est une nouvelle infraction. Cette nuit-là, j'ai appelé ma banque. Bonjour, c'est Josiane Moreau. Je voudrais débloquer 50 000 $ sur mon compte épargne. Madame Moreau? Mais vous n'avez jamais touché à ce compte depuis 1987. Aujourd'hui, j'en ai besoin. Le lendemain matin, nous nous sommes dirigés vers le 7e arrondissement. 4 voitures. Viviane et son équipe, Philippe avec son matériel de surveillance, l'huissier avec ses papiers officiels, et moi avec Chantal. Tu es prête? J'ai demandé à ma fille. Avec toi, oui. À 14 heures précises, nous avons sonné chez Éric Dubois. Il a ouvert la porte en robe de chambre, les cheveux ébouriffés, visiblement mal réveillé. Son visage a changé quand il a vu notre petit groupe officiel. Qu'est-ce que c'est que ça? L'huissier s'est avancé. Maître Dubois?
Huissier Bertrand. Voici un ordre de constat et de récupération des faits personnels au domicile conjugal. Madame Dubois vient récupérer ses affaires. Je refuse. Vous n'avez pas le choix, monsieur. C'est la loi. Éric nous a regardés avec une haine pure. Puis il a ricané. Très bien, entrez. Mais vous ne trouverez rien d'intéressant. Comme il se trompait. Dans la chambre d'amis, Philippe a filmé le lit de camp, l'absence de chauffage, la serrure côté extérieur. Dans la cuisine, nous avons trouvé les flacons de médicaments qu'Éric dissolvait dans le thé. Dans son bureau, Chantal a découvert un classeur entier de documents sur ses comptes fermés, ses bijoux vendus, ses crises minutieusement répertoriées. Mais la découverte la plus choquante était dans l'armoire de la chambre principale. Une liasse de documents notariés. Éric avait fait rédiger un testament où Chantal renonçait à tous ses droits en cas de divorce. Et elle l'avait signé. Un soir où elle était sous l'influence des médicaments. « Chantal », a murmuré Viviane, « tu te souviens d'avoir signé ça ?»« Non, jamais. Nous avions notre preuve d'abus de faiblesse, mais Éric nous réservait encore une surprise. Quand nous nous apprêtions à partir, il a bloqué la porte. « Vous croyez que vous allez me détruire avec vos petites preuves ? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. À un homme qui drogue sa femme et la séquestre ?» J'ai répondu calmement. « À un homme qui a des amis puissants. Mon avocat va faire passer Chantal pour une mythomane. Et vous, la belle maman, pour une manipulatrice sénile. » Philippe filmait tout. L'huissier notait tout. Viviane souriait. « Continuez, monsieur Dubois. Chaque menace vous enfonce un peu plus. Vous voulez jouer ? On va jouer. Mais sachez qu'au premier procès, je révélerai tous les secrets de votre précieuse famille. Tous. » « Quels secrets ?» j'ai demandé. « Vous croyez que je ne sais pas que votre mari avait des dettes de jeu ? Que vous avez falsifié des documents à la mairie pour couvrir ses fraudes ? J'ai un dossier complet sur vous, Josiane Moreau. » Mon sang s'est glacé. Henri avait effectivement eu des problèmes d'argent avant sa mort. Et j'avais arrangé certains papiers pour protéger Chantal de ses créanciers. Rien de grave, mais techniquement illégal. Éric a vu mon trouble et a souri. « Voilà, maintenant vous comprenez. Si vous me poursuivez, je vous coule toutes les deux. » Nous sommes repartis en silence. Dans la voiture, Chantal pleurait. « Maman, qu'est-ce qu'on va faire ? Il a raison. Si mes secrets avec papa sortent... » « Ma chérie, » j'ai dit en lui prenant la main, « il vient de faire une erreur fatale. » « Laquelle ? » Il a menacé la mauvaise personne. Parce que ce qu'Éric ne savait pas, c'est que j'avais moi aussi un dossier. Sur lui, sur sa famille, sur leurs affaires pas toujours très légales, et que j'étais prête à tout pour sauver ma fille. Cette nuit-là, j'ai ouvert le coffre-fort de Henri pour la première fois depuis sa mort. Au fond, sous les papiers d'assurance et mon acte de naissance, se trouvait une chemise rouge que j'avais toujours évité de regarder. Dedans, 15 ans de recherche discrète sur la famille Dubois. Parce que voyez-vous, quand votre fille épouse un homme, une ex-juriste de mairie apprend à se renseigner. Surtout quand cet homme lui donne une impression bizarre dès la première rencontre. J'ai étalé les documents sur ma table de cuisine. Photos, articles de journaux, extraits de registres de commerce, témoignages de voisins. Un puzzle méticuleux de 15 ans d'investigation amateur. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a demandé Chantal en descendant prendre un verre d'eau. « L'assurance vie de ta liberté. » Le premier document était un article du Progrès de Lyon, daté de 2018. Architecte lyonnais accusé de fraude sur chantier public. Éric avait été soupçonné d'avoir gonflé les devis de la rénovation d'une école primaire. L'enquête avait été classée sans suite, mais pas les témoignages des ouvriers. « Tu savais ça ?» Chantal était blême. « J'enquêtais depuis votre fiançailles. Quelque chose chez lui me dérangeait. » Le deuxième document était plus grave. Un rapport de police de 2016 concernant Madeleine Dubois. Une employée de maison philippine, Rosa Mendoza, l'avait accusée de confiscation de passeports et de salaires non payés. Plainte retirée après arrangement à l'amiable. Ils ont exploité une immigrée pendant 3 ans. Rosa travaillait 16 heures par jour pour $300 par mois. Quand elle a voulu partir, ils ont gardé ses papiers. Mais c'était le troisième document qui était explosif. Un acte notarié de 2019 concernant l'héritage d'Henri Dubois père. L'appartement du 7e arrondissement n'avait pas été offert à Éric et Chantal. Il avait été acheté avec l'argent volé à la sœur d'Henri, décédée sans enfant. Comment ça volé ? Marguerite Dubois est morte en 2018. Son testament léguait sa fortune à des œuvres caritatives. Mais Henri a prétendu avoir un testament plus récent qui lui donnait tout. Les associations ont porté plainte,
mais n'avait pas les moyens de se battre contre les avocats des Dubois. Chantal s'est assise lourdement. Tu veux dire que notre appartement a été acheté avec 800 000 volés à des orphelinats et des maisons de retraite. À 6 heures du matin, j'ai appelé Viviane. J'ai des munitions. Beaucoup de munitions. Apporte tout, maintenant. 2 heures plus tard, dans son cabinet de la presqu'île lyonnaise, Viviane examinait mes documents avec Philippe le détective et maître Bertrand. Josiane, tu as fait 15 ans de travail de police judiciaire. Avec ça, on ne défend plus Chantal. On attaque. Comment? Fraude fiscale, exploitation d'employés, détournement d'héritage. Si on ajoute à ça les violences sur Chantal, Éric risque 10 ans de prison. Philippe a levé la tête de ses photos. J'ai quelque chose d'encore plus intéressant. J'ai suivi Éric hier soir après notre visite. Il a posé une série de clichés sur la table. Éric sortant d'un immeuble moderne de Confluence, serrant la main d'un homme en costume, échangeant une enveloppe. Qui c'est? Fabrice Moreau, expert psychiatre. Celui qui devait signer le certificat d'internement de Chantal. Mon sang s'est glacé. Internement? Il préparait un dossier médical bidon. Schizophrénie, troubles bipolaires, danger pour elle-même et autrui. Avec ça, il pouvait la faire enfermer et gérer ses biens. Chantal a porté la main à sa bouche. Mon Dieu, les médicaments, il me préparait à ça depuis 2 ans. Exactement. Te droguer pour te rendre confuse, documenter tes crises, puis présenter ça comme des preuves de folie. Viviane tambourinait sur son bureau. C'est énorme. On ne parle plus de violence conjugale. On parle de tentative de séquestration avec préméditation et corruption de témoins. Qu'est-ce qu'on fait? On contre-attaque. Mais d'abord, il faut protéger Chantal. Éric sait qu'on enquête. Il va accélérer son plan. Comme si elle l'avait prédit, le téléphone de Chantal a sonné. Éric, décroche, a ordonné Viviane. Et met sur haut-parleur. Chantal? Ma chérie, il faut qu'on parle. La voix d'Éric était douce, manipulatrice. Celle qu'il utilisait avant de frapper. Je n'ai rien à te dire. Si, tu as beaucoup à me dire. Ta mère t'a monté la tête avec ses histoires. Mais moi, je te connais. Tu es malade, Chantal. Tu as besoin d'aide. Je ne suis pas malade. Bien sûr que si. Ces crises de colère, ces délires, ces accusations contre moi. Le docteur Moreau a confirmé. Tu as besoin de soins. Philippe a mimé le geste d'enregistrer. Viviane hochait la tête. Quel docteur Moreau? Un spécialiste. Il a étudié ton dossier. Il dit que si tu ne te soignes pas rapidement, tu peux devenir dangereuse. Dangereuse pour qui? Pour toi, pour moi, pour ta mère. Il faut que tu reviennes à la maison, ma chérie. J'ai trouvé une clinique très bien en Suisse. Quelques mois de repos et tu iras mieux. Chantal me regardait, terrifiée. Je lui ai fait signe de continuer. Et si je refuse? Tu ne peux pas refuser. J'ai les papiers. Ton état nécessite une hospitalisation d'office. Quel papier? L'expertise psychiatrique. Les témoignages de ma famille sur tes comportements. Les preuves de tes troubles. Viviane notait furieusement. Chaque mot était un aveu supplémentaire. Éric, je ne reviendrai jamais. Sa voix a changé. Le masque est tombé. Si tu ne reviens pas avant ce soir, j'active la procédure. Demain matin, la police viendra te chercher pour t'emmener en clinique. Et ta chère maman sera accusée d'enlèvement et manipulation de personnes vulnérables. Tu n'oserais pas. Regarde-moi faire. Vous avez voulu jouer? On va jouer. Mais aux vraies règles, celles de ceux qui ont le pouvoir. Il a raccroché. Nous sommes restés silencieuses quelques secondes. Puis Viviane a explosé. Ce salaud, il vient de nous donner tout ce qu'il fallait. Menaces, chantage, corruption, tentative de séquestration. Mais il a dit qu'il avait les papiers. Des faux papiers fabriqués avec un faux expert. Philippe, tu peux prouver que Moreau a été payé? Avec les photos d'hier, facilement. Parfait. Josiane, combien tu es prête à dépenser pour détruire cette famille? Tout ce qu'il faut. Alors on attaque demain. Mais cette nuit, Chantal dort en lieu sûr. J'ai appelé ma sœur Sylvie à Grenoble. Il faut que tu héberges Chantal quelques jours. C'est urgent. Qu'est-ce qui se passe? Son mari essaie de la faire interner. Mais je vais l'arrêter. Comment? En lui rendant la monnaie de sa pièce. Le soir même, Chantal était en sécurité chez Sylvie. Moi, je me préparais à la guerre. À minuit, j'ai reçu un coup de fil de Philippe. Josiane, j'ai suivi Henri Dubois père toute la soirée. Tu ne devineras jamais où il est allé. Où? Au commissariat du 6e. Il a porté plainte contre toi pour enlèvement de Chantal. Quoi? Il prétend que tu as manipulé sa belle-fille malade pour la monter contre son mari, que tu l'as emmenée de force et que tu la séquestres.
Mon sang s'est glacé. Ils inversent tout. Exactement. Et devine, qui va traiter la plainte? Dis-moi. Le commissaire Bertrand, celui qui a classé l'affaire de Rosa Mendoza en 2016, celui qui a fermé les yeux sur la fraude d'Éric en 2018. Il est acheté. Probablement. Josiane, ils ont des appuis partout. Police, justice, médecine. On se bat contre un système. J'ai raccroché et j'ai réfléchi. Nous étions jeudi soir. Si Éric lançait sa procédure vendredi matin, Chantal serait arrêtée dans la journée. Il fallait agir plus vite qu'eux. J'ai rappelé Viviane. Change de plan. On attaque demain à la première heure. Mais on n'est pas prêt. Il faut au moins une semaine pour... On n'a pas une semaine. Henri Dubois a déjà porté plainte contre moi. Demain, c'est soit eux, soit nous. D'accord. Mais alors, on joue le tout pour le tout. Vendredi 3 janvier 2025, 8 heures du matin. Nous nous sommes présentés au tribunal de grande instance de Lyon avec un dossier de 200 pages et 3 témoins surprises. Rosa Mendoza, l'ex-employée philippine, avait accepté de témoigner par visioconférence depuis Manille, l'ex-comptable d'Éric, licencié pour avoir refusé de falsifier des factures. Et surtout, le notaire de Marguerite Dubois, qui avait gardé une copie du vrai testament. « Madame la juge, » a commencé Viviane, « nous demandons l'annulation immédiate de toute procédure d'internement concernant Madame Chantal Dubois et l'ouverture d'une enquête pénale contre Monsieur Éric Dubois pour violence, séquestration, corruption et détournement d'héritage. » La juge Martineau, femme de 55 ans aux cheveux gris et au regard perçant, a étudié notre dossier pendant 1 heure. En face, l'avocat d'Éric, maître Lemoine, transpirait dans son costume sur mesure. « Madame la juge, a-t-il balbutié, ma cliente souffre de troubles mentaux avérés. L'expertise du docteur Moreau, l'expertise d'un médecin qui a reçu 15 000 en liquide la veille de son rapport ?» a coupé la juge en montrant les photos de Philippe. « Il n'y a aucune preuve de... photos horodatées, témoins, relevés bancaires. Maître Lemoine, votre client a-t-il quelque chose à dire pour sa défense ?» Éric s'est levé. Même dans cette situation, il gardait son arrogance. « Madame la juge, ma femme est manipulée par sa mère, une femme qui a elle-même des problèmes avec la justice. » Il a sorti une chemise. « Josiane Moreau a falsifié des documents administratifs en 2008 pour couvrir les dettes de jeu de son mari. J'ai les preuves. » Mon cœur s'est arrêté. Il les avait vraiment. « C'est du chantage !» a crié Viviane. « Non, c'est la vérité. Cette femme n'est pas crédible. Elle protège sa fille en accusant un mari innocent. » La juge a regardé les documents d'Éric. Puis elle m'a fixé. « Madame Moreau, ces accusations sont-elles fondées ?» J'ai regardé Chantal sur l'écran de visioconférence depuis Grenoble. Ma fille me suppliait du regard de ne pas avouer, de ne pas la sacrifier pour sauver ma réputation. Mais j'ai pensé à Henri, à ses dettes, à mes arrangements discrets pour que Chantal hérite d'une maison libre de toute hypothèque plutôt que d'un boulet financier. Oui, madame la juge, c'est vrai. Le silence dans la salle était assourdissant. En 2008, mon mari avait des dettes de 80 000 $ auprès de bookmakers. Ils menaçaient de saisir notre maison. J'ai modifié la date d'un acte de donation pour que la maison soit légalement à moi avant les saisies. Techniquement, c'était de la fraude. Éric souriait. Il pensait avoir gagné. Mais, j'ai continué, j'ai une question pour Monsieur Dubois. Comment a-t-il eu accès aux archives secrètes de la mairie de Villeurbanne? Son sourire s'est figé. Ces documents sont classifiés. Seuls les magistrats, les avocats avec commission rogatoire ou les fonctionnaires habilités peuvent les consulter. Alors comment un architecte a-t-il pu les obtenir? Viviane a souri. Excellente question. Maître Lemoine? L'avocat d'Éric bégayait. Mon client a ses sources. Ses sources? Vous voulez dire qu'il a corrompu un fonctionnaire pour obtenir illégalement des documents confidentiels? C'est un délit puni de 5 ans de prison. La juge Martineau a fermé le dossier d'Éric d'un coup sec. Monsieur Dubois, en tentant de faire chanter Madame Moreau, vous venez d'avouer un délit de corruption et de violation du secret professionnel. Ces documents sont irrecevables. Mais, et même s'ils étaient recevables, les erreurs administratives de Madame Moreau, prescrites depuis 15 ans, ne changent rien aux violences que vous avez infligées à votre épouse. Elle s'est tournée vers moi. Madame Moreau, votre honnêteté vous honore, mais votre passé n'excuse pas les crimes de votre gendre. Puis elle a asséné le coup de grâce. Monsieur Dubois, vous êtes mis en examen pour violence psychologique, séquestration, corruption de témoins et détournement d'héritage. Vous êtes placé en détention provisoire en attendant votre procès.
C'est impossible, j'ai des droits, j'ai des relations. Vos relations ne vous aideront pas en prison, monsieur. 2 gendarmes l'ont emmené, menotté, devant les caméras des journalistes que Philippe avait prévenus. Mais ce n'était que le début. Le soir même, Henri et Madeleine Dubois étaient arrêtés chez eux pour complicité. Rosa Mendoza avait fourni assez de preuves pour rouvrir son dossier d'exploitation. Le docteur Moreau perdait son autorisation d'exercer. L'appartement du 7e arrondissement était saisi en attendant la restitution aux vraies héritières de Marguerite Dubois. Et moi, pour la première fois depuis 15 jours, j'ai dormi en paix. Mais le plus beau moment est venu le lendemain. Chantal est revenue de Grenoble, libre, libérée, vivante. Dans ma cuisine, devant un café au lait et des croissants chauds, elle m'a dit « Maman, comment tu as su que j'avais besoin d'aide ?» Parce qu'une mère sent toujours quand son enfant souffre, même à travers les mensonges, même à travers les sourires forcés. Et maintenant, on recommence. Toi, moi et les hauts 780 000 qui vont nous permettre de tout reconstruire. Elle a souri. Pour la première fois depuis des années, un vrai sourire. Au fait, maman, comment tu as eu tout cet argent? Ça, ma chérie, c'est une autre histoire. Une histoire de patience, d'économie et de préparation pour les mauvais jours. Tu savais que ça arriverait? Je savais qu'un jour, nous aurions besoin d'être indépendantes. Et j'avais raison. 3 mois plus tard, le procès d'Éric Dubois faisait la une de tous les journaux de Lyon. Condamné à 12 ans de prison ferme. Ses parents, 4 ans chacun. Et nous commencions notre nouvelle vie. Le 15 mars 2025, à 14 heures précises, nous nous sommes tous retrouvés dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Lyon. L'air était électrique. Les journalistes occupaient 3 rangées complètes. Les caméras de France 3 et Lyon Mag filmaient discrètement. Éric était assis au banc des accusés dans un costume gris froissé, les cheveux gras, l'arrogance envolée. 3 mois de prison préventive l'avaient transformé. Ses parents, Henri et Madeleine, se tenaient à côté de lui, vieillis de 10 ans. Chantal et moi étions au premier rang, avec Viviane. Ma fille portait une robe bleue simple, les cheveux lâchés pour la première fois depuis des années. Elle était magnifique. « Maman », a-t-elle murmuré, « j'ai peur. » De quoi? Qu'il s'en sorte? Qu'il trouve un moyen de... Regarde-le bien, ma chérie. C'est un homme fini. Aujourd'hui, c'est juste l'officialisation. Le président du tribunal, M. Dufour, un homme de 60 ans aux lunettes dorées, a ouvert la séance. Affaire Dubois contre Dubois. Monsieur Éric Dubois, vous êtes accusé de violences psychologiques sur conjoint, séquestration, corruption de témoins et détournement d'héritage. Comment plaidez-vous? Éric s'est levé lentement. Même amaigri, il gardait cette posture hautaine que je détestais. Non coupable, monsieur le président. Je suis victime d'un complot orchestré par ma belle-mère pour détruire mon mariage. Un murmure a traversé la salle. Plusieurs journalistes ont levé les sourcils. L'avocat d'Éric, Maître Lemoine, avait visiblement conseillé à son client de se taire. Trop tard. « Monsieur Dubois, » a dit le président, « nous allons examiner les preuves. Madame la procureure ?» Madame Castellane, procureure de 45 ans au regard de rapace, s'est levée avec une liasse de documents. « Monsieur le président, l'accusé a exercé pendant 4 ans un contrôle total sur sa conjointe. Contrôle financier, physique, psychologique, les preuves sont accablantes. » Elle a posé un magnétophone sur la table. Voici l'enregistrement du 24 décembre 2024, réalisé par Madame Moreau lors de sa visite chez l'accusé. La voix d'Éric a empli la salle d'audience. Elle a besoin d'apprendre. C'est pour son bien. Une épouse bien élevée ne contredit jamais son mari. Puis le bruit de la gifle, net, violent. Maintenant, vous savez ce qui arrive quand on ne respecte pas les règles de cette maison. Le silence dans la salle était pesant. Chantal avait fermé les yeux. Plusieurs journalistes prenaient des notes frénétiquement. « Monsieur Dubois, » a demandé le président, « reconnaissez-vous votre voix ?» C'était un malentendu. Ma belle-mère était agressive. Elle. Vous reconnaissez avoir frappé une femme de 68 ans? Ce n'était pas un coup, c'était juste pour la calmer. Maître Lemoine s'est pris la tête dans les mains. Son client était en train de s'enfoncer tout seul. Madame Castellane a continué méthodiquement. Les photos de la chambre glacée, les flacons de médicaments trouvés dans la cuisine, le testament falsifié signé sous influence. Passons maintenant aux faits les plus graves. Monsieur Dubois, vous avez tenté de faire interner votre épouse avec l'aide d'un psychiatre corrompu. Elle a projeté sur l'écran les photos de Philippe, Éric et le docteur Moreau échangeant une enveloppe.
15 000 € pour un faux diagnostic. Aviez-vous l'intention de faire enfermer Madame Dubois? C'était pour son bien, elle était malade, instable. Instable comment? Elle refusait de m'obéir, elle contestait mes décisions, elle voulait reprendre son travail. Un éclat de rire nerveux a parcouru l'assistance. Éric venait d'avouer que vouloir travailler était un signe de maladie mentale. « Monsieur Dubois, » a dit le président d'un ton glacial, « pensez-vous sérieusement qu'une épouse qui souhaite travailler mérite l'internement? Non. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Ma mère peut témoigner. Elle était difficile. » Madeleine Dubois s'est levée dans le box des accusés. « Mon fils dit la vérité. Cette fille n'avait aucune éducation, aucun savoir-vivre. Il fallait la dresser. » Le mot « dresser » a fait l'effet d'une bombe. Plusieurs personnes dans l'assistance ont hoqué. Le président a frappé de son marteau. « Madame Dubois, vous parlez d'un être humain, pas d'un animal. C'est pareil. Une épouse doit obéir, comme j'ai obéi à mon mari pendant 50 ans. » Henri Dubois a tenté de faire taire sa femme, mais elle était lancée. Ces jeunes femmes d'aujourd'hui ne savent plus se tenir. Il faut les mater, les enfermer s'il le faut. Viviane s'est penchée vers moi. Ils sont en train de se condamner tout seuls. C'est alors que Chantal s'est levée. Viviane a voulu la retenir, mais elle avait décidé de parler. « Monsieur le Président, puis-je dire quelque chose? Madame Dubois, vous aurez votre moment pour témoigner, mais s'il vous plaît, juste une minute. » Le président a hoché la tête. Chantal s'est avancée vers le box des accusés. Elle s'est plantée devant Éric, à 1 mètre de lui. « Tu veux savoir ce qui était difficile, Éric? C'était de vivre avec un homme qui me donnait des médicaments en cachette. C'était de me réveiller dans une chambre sans chauffage parce que j'avais osé dire que le saumon était trop salé. C'était de mendier 20 € par semaine pour acheter des serviettes hygiéniques. » Sa voix était calme, posée, terrible. « Tu veux savoir ce qui était instable? C'était de ne plus savoir si j'étais folle ou si c'était toi qui me rendais folle. C'était de me demander chaque matin si j'allais survivre à cette journée dans ta prison dorée. » Éric a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti. « Et tu sais ce qui était vraiment difficile, Éric? C'était de t'aimer malgré tout. Parce que pendant 4 ans, j'ai pensé que c'était ça, l'amour. Accepter, subir, disparaître. » Elle s'est tournée vers ses beaux-parents. « Et vous, Madeleine, Henri, vous voulez savoir ce qui est vraiment mal élevé? C'est de regarder votre fils droguer sa femme et de trouver ça normal. C'est d'aider à voler l'héritage d'une morte pour acheter un appartement. C'est d'exploiter une immigrée comme une esclave. » Madeleine a essayé de protester, mais Chantal n'avait pas fini. « Vous avez dit qu'il fallait me dresser, qu'il fallait m'enfermer. Regardez où vous êtes maintenant. Regardez qui est enfermé. » Elle est retournée s'asseoir. L'audience était suspendue à ses lèvres. C'est alors que mon téléphone a vibré. Un message de ma banque. Virement de 50 000 autorisé vers Association Femmes Solidaires Lyon. J'ai souri et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application bancaire. J'ai tourné l'écran vers Éric. « Tu vois ce chiffre, Éric ?» Il a regardé. Ses yeux se sont écarquillés en voyant le solde de mon compte, 730 000 $. Pendant que tu droguais ma fille pour voler ses 20 € hebdomadaires, j'avais presque 1 million d'euros cachés. J'ai fait défiler mes comptes. Compte épargne, compte titre, assurance vie. Au 245 000 ici. Au 315 000 là. Ou au 170 000 ici. Sa bouche s'est ouverte comme celle d'un poisson hors de l'eau. Tu croyais qu'on était pauvres? Tu croyais qu'on avait besoin de toi? Tu te trompais, mon petit Éric. On n'a jamais eu besoin de ton argent sale. J'ai appuyé sur virement en direct. 50 000 qui partent vers l'association qui aide les femmes battues. En ton honneur. Les journalistes photographièrent l'écran de mon téléphone. L'information allait faire le tour de Lyon dans l'heure. Éric s'est tourné vers son avocat. Faites quelque chose. Arrêtez-la. Arrêtez quoi? Une femme qui donne son propre argent à une association? C'est à ce moment que les portes de la salle d'audience se sont ouvertes à la volée. 3 gendarmes sont entrés, escortant un homme en costume sombre. Le commissaire Bertrand, celui qui avait étouffé les affaires précédentes des Dubois. « Monsieur le Président, » a dit le capitaine des gendarmes, « nous venons arrêter Monsieur Bertrand pour corruption passive. Il a reçu 25 000 de la famille Dubois pour classer leur dossier. » Le commissaire avait les menottes aux mains. Son visage était décomposé. « Les Dubois m'ont piégé, ils m'ont forcé, ils ont menacé ma famille. » Henri Dubois a bondi. « C'est faux, nous n'avons jamais. »« Fermez-la, j'ai tout enregistré, tout, vos menaces, vos chantages, vos pots de vin. »
Le président a frappé plusieurs coups de marteau pour rétablir l'ordre. L'audience tournait au chaos, mais un chaos qui nous était favorable. Éric regardait la scène, hébété. Ses derniers appuis s'effondraient en direct. Plus de commissaires corrompus, plus d'illusions sur sa toute-puissance. « Monsieur Dubois, » a dit le président quand le calme est revenu, « avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ?» Éric s'est levé lentement. Il a regardé Chantal, puis moi, puis les journalistes, puis le public. Son monde s'écroulait en direct devant 50 personnes et des caméras. Je voulais juste... Elle était si difficile. Ma mère m'avait dit que... Sa voix s'est brisée. Pour la première fois depuis que je le connaissais, Éric Dubois pleurait. Je ne voulais pas... Je pensais que c'était normal. Que toutes les familles n'enferment pas leurs épouses, monsieur Dubois. Mais ma mère, elle m'a appris que... Votre mère vous a appris à être un criminel. Le silence est retombé. Un silence lourd, définitif. Éric s'est rassis, la tête dans les mains. Le président s'est tourné vers les jurés. « Messieurs, dames les jurés, avez-vous rendu votre verdict ?» La présidente du jury s'est levée. Une femme de 50 ans, institutrice, qui regardait Éric avec dégoût. « Oui, monsieur le président. Unanimement coupable sur tous les chefs d'accusation. Éric Dubois, vous êtes condamné à 12 ans de prison ferme, au lot 100 000 d'amende et 500 000 de dommages-intérêts à votre ex-épouse. Henri et Madeleine Dubois, vous êtes condamnés à 4 ans de prison ferme chacun et 50 000 d'amende. L'appartement du 7e arrondissement est confisqué et rendu aux ayants droit de Marguerite Dubois. Les gendarmes se sont approchés pour emmener les condamnés. Éric a levé les yeux vers moi une dernière fois. « Vous avez détruit ma famille. » « Non, Éric, tu as détruit ta famille. Moi, j'ai sauvé la mienne. » C'était fini. 4 ans de cauchemar se terminaient dans cette salle d'audience de Lyon, sous les flashs des photographes et les caméras de télévision. Dehors, sur les marches du palais de justice, Chantal m'a pris le bras. « Maman, c'est vraiment fini ?»« Oui, ma chérie, c'est fini. Et maintenant ? Maintenant, on vit. » 6 mois plus tard, septembre 2025. Je regarde Chantal ajuster le dernier panneau de notre exposition « Femmes libres, femmes fortes » dans le hall de la mairie de Bordeaux. Ses cheveux châtains ondulent librement sur ses épaules, plus de chignons serrés qui lui donnaient l'air d'une gouvernante victorienne. Elle porte une robe rouge vermillon qu'elle a cousue elle-même, des escarpins confortables noirs et ses nouveaux lunettes à monture dorée qui illuminent son visage. Comme elle a changé. Avant, quand elle vivait avec Éric, Chantal ressemblait à une ombre. Cheveux gris tirés en arrière, vêtements ternes dans les tons beige et gris, épaules courbées comme si elle portait le monde entier. Elle marchait les yeux baissés, parlait à voix basse, s'excusait pour tout et rien. Aujourd'hui, elle se tient droite. Elle rit. Elle argue avec les installateurs sur la meilleure position pour les panneaux. Elle a retrouvé cette énergie que je lui connaissais à 20 ans, avant qu'Éric ne l'éteigne méthodiquement. « Maman, tu crois que 15 témoignages suffisent pour l'exposition ? 15 femmes qui ont trouvé la force de partir, c'est déjà énorme. Notre association « Renaître ensemble » existe depuis 4 mois. Nous avons aidé 23 femmes à quitter des situations de violence conjugale. Certaines sont venues nous voir après avoir vu notre histoire aux informations de France 3. D'autres ont été orientées par des avocats ou des médecins. Chantal donne maintenant des conférences dans les lycées de Bordeaux. Elle raconte son histoire sans phare, sans honte. Les adolescentes l'écoutent, bouche bée, quand elle explique comment reconnaître un manipulateur dès les premiers rendez-vous. « Il faut faire attention aux hommes qui vous isolent de vos amis, dès le début, » dit-elle toujours. « Qui critique de votre famille, qui contrôle vos vêtements, qui vérifie votre téléphone. L'amour, ce n'est pas la possession. Moi, j'ai utilisé 200 000 de mes économies pour acheter une maison à Bordeaux. Pas un palace, mais une jolie maison bourgeoise avec un petit jardin où Chantal a installé son atelier de couture. Elle travaille maintenant pour 3 boutiques de créateurs locaux et gagne 3 200 célyns par mois. Son propre argent sur son propre compte. Le reste de ma fortune nous sert à financer l'association. Nous payons les frais d'avocat pour les femmes qui n'ont pas les moyens. Nous louons des appartements temporaires pour celles qui fuient en urgence. Nous finançons des formations professionnelles pour qu'elles retrouvent leur indépendance économique. Madame Moreau, une jeune femme d'une 30aine d'années s'approche de moi. Je suis Amélie Blanchard, journaliste à Sud-Ouest. Puis-je vous poser quelques questions? Bien sûr. 6 mois après le procès qui a secoué Lyon, comment allez-vous? Nous allons bien, mieux que bien. Nous vivons enfin. Des nouvelles d'Éric Dubois?
Il purge sa peine à la prison de Fleury-Mérogis. Nous n'avons aucun contact avec lui et nous n'en voulons pas. Et ses parents? Henri Dubois est mort d'un infarctus en prison il y a 3 mois. Madeleine termine sa peine dans 6 mois, mais elle n'aura plus rien. Leur patrimoine a été entièrement saisi pour dédommager leurs victimes. La journaliste note rapidement. Vous ne ressentez aucune pitié? Pour Henri peut-être. C'était un homme faible qui suivait sa femme. Mais pour Madeleine? Aucune. Cette femme a passé sa vie à humilier les plus vulnérables. Sa femme de ménage, sa belle-fille, son propre fils qu'elle a transformé en monstre. La prison lui apprend peut-être l'humilité. Et Rosa Mendoza, l'ancienne employée? Elle a reçu 80 000 de dédommagement et est retournée aux Philippines. Elle a ouvert une petite épicerie à Manille avec cet argent. Elle nous envoie des nouvelles régulièrement. Chantal nous rejoint, un sourire radieux aux lèvres. L'exposition est prête. Vous venez voir? Nous parcourons les 15 panneaux. 15 histoires de femmes qui ont dit non. Virginie, 34 ans, qui a quitté un mari violent avec ses 3 enfants. Claire, 52 ans, qui a découvert que son époux la droguait depuis 10 ans. Samira, 28 ans, qui a fui un mariage forcé. Maman, regarde le dernier panneau. C'est notre histoire. Ma photo est celle de Chantal, avant et après. Le titre, Il n'est jamais trop tard pour se battre. Qu'est-ce que vous diriez aux femmes qui nous lisent? Demande la journaliste. Je réfléchis quelques secondes. Qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne sont pas folles, que ce qu'elles vivent n'est pas normal, même si on leur répète le contraire depuis des années. Chantal ajoute. Et qu'il existe toujours une sortie, même quand on ne la voit pas. Il faut juste accepter d'être aidé. Et vous, Madame Moreau, quels conseils donneriez-vous aux mères? Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous dérange chez le compagnon de votre fille, n'hésitez pas à creuser. Et surtout, préparez-vous financièrement. L'indépendance économique, c'est la liberté. La journaliste range son carnet. Une dernière question. Regrettez-vous quelque chose? Oui, de ne pas avoir agi plus tôt, de ne pas avoir écouté mon intuition dès le premier jour. Mais on ne peut pas changer le passé. On peut juste construire un meilleur avenir. Le soir, Chantal et moi dînons sur la terrasse de notre maison bordelaise. Elle me raconte sa journée, ses projets, ses rêves. Elle veut agrandir l'association, ouvrir une antenne à Toulouse, peut-être écrire un livre. Maman, tu sais ce qui me rend le plus heureuse? Quoi? C'est de me réveiller le matin sans avoir peur, de prendre mes décisions toute seule, de pouvoir dire non sans être punie. Et moi, tu sais ce qui me rend fière? Non. C'est d'avoir élevé une fille assez forte pour survivre à l'enfer et assez généreuse pour aider les autres à en sortir. Nous restons silencieuses quelques minutes, regardant le soleil se coucher sur Bordeaux. Dans 6 mois, Chantal recommencera peut-être à sortir avec des hommes. Elle rencontrera peut-être l'amour, le vrai cette fois. Ou peut-être pas, peu importe. Elle sait maintenant qu'elle n'a besoin de personne pour être heureuse. Qu'elle peut construire sa vie, ses projets, son bonheur, sans demander la permission à qui que ce soit. Au fait, maman, comment tu as fait pour économiser 780 000 sans que papa s'en aperçoive? Je souris. Un secret que toutes les femmes devraient en connaître. Pendant 40 ans, j'ai mis de côté 200 drachmes par mois. Parfois moins, parfois plus. Jamais assez pour qu'on le remarque, mais suffisamment pour que ça s'accumule. 200 par mois pendant 40 ans, 96 000 de base. Mais placé et capitalisé, ça devient beaucoup plus. Tu savais que ça servirait un jour? Je savais que l'indépendance financière était la seule vraie liberté pour une femme. Je ne savais pas que ça sauverait ma fille, mais je savais que ça pourrait servir. Cette nuit-là, comme tous les soirs depuis 6 mois, je me couche sans peur, sans angoisse pour l'avenir de ma fille, sans regret pour le passé. Éric croyait qu'il était plus fort que nous parce qu'il était un homme, parce qu'il avait de l'argent, parce qu'il avait des relations. Il a découvert qu'une mère qui protège son enfant peut déplacer des montagnes et qu'une femme qui a préparé sa liberté pendant 40 ans est indestructible. Nous avons gagné. Pas seulement le procès. Nous avons gagné notre vie.